Hey, bienvenue tout le monde à un nouvel épisode d'Univers créatif en musique. Et puis là, aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un qui, en tout cas, de ma perception, en est un très créatif, qui a déjà un grand vécu musical sur scène. Je suis en présence de Samuel Lessard. Salut Sam. Salut David. Ça roule? Ça va bien toi? Oui. D'emblée, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui vont voir ta binette puis qui vont faire « Ouais, il me dit de quoi? Ah, Lui, je l'ai déjà vu sur la scène souvent. » Ça fait plus d'une dizaine d'années, je pense que tu fais des spectacles. Ouais, pas mal ça. Moi, je t'ai découvert dans un contexte d'un groupe de musique que j'écoutais pas tant que ça, un hommage à Marilyn Manson. Ouais. Mise en scène. Si je ne m'abuse, c'était un de tes premiers contrats officiels, on va dire ça, plus professionnels. Oui, effectivement. Dans le fond, là, j'avais commencé à jouer de la guitare à 15 ans, en secondaire 3. J'ai fait mon premier secondaire en spectacle en secondaire 5. Puis ça a été mon premier band après, tu sais. Fait que ça a starté, ça a commencé rough, là. plus, on était dans le métal, là, à cette époque-là. On s'entend que c'était vraiment plus pesant, là, comme style musical. Tu fais-tu encore un peu de musique métal, plus pesante? Ça reste quand même mon dada, là. Ça reste quand même... de la musique que j'affectionne beaucoup, mais qui a évolué beaucoup au niveau de ce que je présente comme instrumentation, effet, tout ce qui est au niveau de la... toutes les formes de la musique, tu sais, ça bougeait beaucoup, mais ça reste quand même ça. Parce que là, tu sais, tu parles de musique, tu parles de forme de musique, tu as quand même une formation en musique, là, donc c'est pas que appris à l'oreille, sur le tas, en téléchargeant des partitions puis en s'amusant. Tu as une formation professionnelle au cégep de Drummond, c'est ça? Oui, exactement. J'ai fait 3 ans en guitare pop jazz, donc interprétation. Là. Vraiment que là, on apprend tous les rudiments au niveau des gammes, des arpèges à utiliser sur des progressions d'accords. On joue des standards jazz en band. Au cours de cette formation-là, j'ai aussi fait 1 an et demi d'instruments classiques, donc de guitare classique. Puis là, c'est vraiment... Tu lis ta partition, puis tu es dans un contexte très, très classique, tu sais. Oui, parce que j'imagine, là, vous étiez évalué à faire des pièces qui ont été jouées 1000 fois par des virtuoses. Avec le niveau à atteindre est assez intense. Oui, quand même. Mais l'école à Drummond, là, le cégep, a des excellents profs. Puis la formation est très, très bien faite. L'encadrement est superbe. Là, fait que c'est pas gênant de demander des outils, en fait, à des profs. Puis on est bien dirigé là, pas mal là, pour réussir à atteindre un niveau qui est très, très décent là, quand on sort du cégep. Là. Ouais. Parce que l'objectif de cette formation-là, c'était de compléter donc ta connaissance, j'imagine, musicale, ou en tout cas, du moins de la développer vraiment plus loin. Mais j'ai envie de revenir un peu dans le passé, parce que là, on parlait de musique métal, donc tu es un guitariste électrique à l'origine, donc secondaire en spectacle, tu me disais secondaire 5. Je ne jouais pas de la musique classique à ce moment-là. Non, pas officiellement. Là, on était plus dans les trucs de chansonnier. Là. OK. C'était excellent. Guitare acoustique voix. Là, OK. Fait que le premier instrument, tu me disais à peu près à 15 ans, tu as commencé la guitare. Par des cours? Non. J'ai, en fait, j'avais eu, depuis que j'étais très, 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 très jeune, là, toujours eu l'envie de jouer de la musique. Puis mon premier contact proche, parce qu'il y a des artistes quand même dans la famille chez nous, mais pas très, très près de moi. Mais le premier vrai contact proche que j'ai eu avec la musique, c'était Jean-François Fortin. C'était Forty, mon cousin. Que lui, tu sais, les parties de famille, ça parlait tout le temps d'histoires d'enregistrement, de chemin, des shows, tu sais, Puis on dirait que ça m'a comme allumé, ça. J'étais jeune, là, j'étais vraiment pas vieux, puis je voulais jouer du drum. Mes parents voulaient pas. Moi, je voulais jouer de la guitare. Moi, je voulais jouer du drum. Eux voulaient pas que je joue du drum. Fait que j'ai joué de la guitare. Parce qu'ils voulaient pas que ça fasse trop de bruit, mais ils ont appris une couple d'années par après qu'une guitare électrique, ça fait du bruit pas mal, là, tu sais. Fait qu'ils ont perdu le point quand même. Au final, en niveau de décibels, tu as réussi à faire ta place. J'ai gagné, là. Et puis, dans le fond, j'avais commencé... En fait, j'ai eu ma première guitare en 5e année. Là, j'avais commencé par des cours. Ça n'a pas bien été. Je pratiquais pas. Je le pognais vite, mais je pratiquais pas. Puis est arrivé à un moment donné, tu sais, que par après, je veux dire, moi, j'y ai pensé, puis j'ai compris que le prof voulait dire
quelque chose de complètement différent que ça, mais dans la tête d'un jeune de 5e année, c'était pas ça que ça la voulait manière dire. que tu le voyais. Ouais, c'est ça. J'ai sorti ma guitare, il voulait que je l'accorde. Moi, je sors mon petit accordeur, puis là, il fait comme, ah non, non, pas d'accordeur, je veux que tu l'accordes à l'oreille. T'sais. Puis là, je sais que tu as de l'expérience en musique, toi, tout. Fait que tu comprends à quel point que c'est dur d'accorder une guitare à l'oreille. Parfaitement à l'oreille, là. Oui, si t'as pas le pitch, oublie ça. C'est mon 3e cours de guitare acoustique. Je suis en 5e année, j'ai pas l'oreille pour faire ça. T'sais. Puis il m'avait dit, ben, si tu sais pas faire ça, tu seras jamais vraiment musicien. Puis ça m'avait rentré dedans. J'ai pogné la guitare, j'ai mis ça dans le garde-robe. On ferme les livres. Jusqu'en secondaire 3, où ce que là, j'avais des amis que, eux, leurs intérêts changeaient, puis ça suivait pas vraiment les miens. J'ai juste ressorti la guitare, Puis j'ai demandé à Olivier Vachon, d'Ace Broughton, s'il voulait me donner une coupe de cue, peut-être une coupe d'accords, une coupe d'exercice. Il m'a donné une coupe d'accords à faire, une coupe d'exercice. J'ai parti avec ça pendant 1 an et demi seul, puis là, ensuite, j'ai recommencé à suivre des cours. Mais pendant cette année et demie-là, je commençais déjà à jouer avec des chums. Puis commençais à voir des fins de projets, semaine, vraiment déjà d'avoir de l'ambition de faire des spectacles. Oui. OK. Ouais. Puis là, en secondaire 5, là, ça a été vraiment la première vraie expérience sur scène, que là, c'était secondaire en spectacle, qui est quand même... Tu sais, mine de rien, tu es sur un vrai stage avec du vrai équipement. L'éclairage. Puis tu as une vraie crowd, là, tu sais. Je veux dire, la salle est pleine, puis toi, tu montes sur le stage, c'est la première fois, tu es nerveux, tu shakes, là. Puis... Mais là, j'ai capoté, là. Là, j'ai fait comme, OK, là, ça, c'est ça que je veux faire. Tu te rappelles un peu de ce feeling-là aussi? Ah, ouais, c'est... Ça a été vraiment là qu'on dirait que ça a cliqué. J'ai fait comme, moi, dans la vie, il me semble que là, je ferais ça, là. T'sais. Puis après ça, c'est... L'histoire T'as pas eu d'occasion, t'as pas eu de période creuse là, où il n'y a pas eu de musique là, pendant, depuis ce temps-là? Ah non, vraiment pas. Puis là, je reviens un peu à Drummond. Donc là, avais-tu déjà été en contact avec la musique classique, la musique jazz, avant d'arriver dans cette formation-là? Non. Moi, je suis arrivé là avec mon audition, qui nous demandait de monter un standard jazz. Que j'avais fait Blue Bossa, si je me trompe pas. Puis il nous demandait de monter une pièce classique, là, juste une courte partie d'une pièce classique, que je n'avais pas montée d'ailleurs. Puis une tune pop, là, que ça, j'avais joué une tune de Pearl Jam, genre, dans mon programme d'entrée. Puis ensuite, là, il y avait tout le niveau théorique aussi qui était à faire, mais ça... Moi, la théorie, ça m'a tout le temps bien gros intéressé. Puis j'en faisais déjà beaucoup avec mon prof Ace Broughton. Fait que je partais déjà avec un peu de longueur d'avance, mettons, que l'examen théorique a été super vite. Là. Fait que non, j'avais pas eu de contact avec la guitare classique. L'instrument classique, la musique classique, puis la musique jazz, c'était tout frais. C'était tout nouveau. Je cherche encore ta voix dans mes rêves. Je revois les larmes qui coulent sur tes lèvres. Pardonne-moi, reprends-moi. Je veux plus vivre sans toi. Puis tu as quand même persisté, donc tu as terminé ta formation, puis tu as poursuivi aussi même au cégep de Drummondville là, en enregistrement studio. Ouais. Exact. Dans le but, est-ce qu'il y avait un but particulier à cette année-là, supplémentaire, année et demie? Là? Bien, le but, c'était surtout de continuer à faire mes études pareil, malgré le fait qu'il y avait eu la COVID, puis tout le temps qui traînait, là, puis que je voulais pas vraiment rentrer à l'université dans ces contextes-là. Mais... Bien au-delà de ça, c'est que j'ai toujours eu un intérêt assez important envers la composition puis l'arrangement. Tu sais, changer une chanson de style, c'est quelque chose que j'adore faire, ça, là. Donc, c'était le but de continuer là-dedans. Aussi que tout ce qui est au niveau de la technique, donc le mix, le mastering, comprendre comment on travaille en studio. J'ai toujours été super fan là, de ça. Puis on en faisait là-dedans. C'était vraiment juste toujours ça. Fait que ça faisait du sens pour moi de continuer dans cette optique-là. Là. Puis as-tu eu l'occasion à ce moment-là de continuer à faire de faire de la scène, donc des spectacles pendant ce temps-là? Parce que là, on s'éloigne un peu de ton feeling de secondaire en spectacle devant le public. Ouais. On s'isole un peu plus dans un studio, devant de l'équipement, des micros, une console. Pendant cette période-là d'études, comme je sais que tu avais plein de projets, tu as continué à faire des spectacles? Oui, absolument. Ouais. Parce que c'est pas un aspect que je veux mettre de côté dans ma vie non plus, faire du live. Là. Au contraire, s'il y a de quoi que je veux continuer à faire, c'est bien ça. Là. Mais oui, j'ai continué. Ben là, tu sais,
plusieurs projets toujours en même temps, des bandes de cover tout le temps un peu, quand c'est pas un, c'est l'autre. Puis des groupes de compos aussi qu'on continue de produire en live. Fait que j'ai jamais vraiment arrêté non plus de faire de la scène. Là. Puis là, tu me parlais donc de groupes de cover, de reprises. Ouais. Donc, tu n'es pas un puriste là, qui considère que de la reprise ou de l'interprétation d'autres chansons, ça peut se mélanger aussi avec vraiment un côté créatif, original de composition. Oui, absolument, parce que, tu sais, à quelque part, apprendre une chanson, c'est aussi apprendre un vocabulaire qui n'est pas nécessairement le tien, tu sais. Je prends, par exemple, quand je vais faire des spectacles de reprise, puis là, on me demande de faire du Van Halen. Moi, dans l'âme, je suis pas tant très, très rapide, très, très shredder, tu sais. Mais c'est un vocabulaire que je connais pas, puis en l'apprenant, je peux apprendre à le maîtriser, puis mettre ça dans mes créations à moi éventuellement, tu sais. Observer des différentes techniques, des différents phrasés. C'est beaucoup ce qui était axé aussi quand j'ai fait mon cours à Drummond, c'est pour cette raison-là qu'on axait beaucoup sur le jazz, tu sais. C'était pour apprendre le phrasé, le feeling, apprendre les techniques, tu sais. Fait que je pense que de faire de la reprise, c'est une très bonne idée pour apprendre plus que ce que nous, on connaît déjà de notre instrument. Puis aussi, je veux dire, c'est un différent type de spectacle. Fait que c'est une autre expérience de scène que de la compo. Où les gens là, connaissent plus les chansons, parce qu'on est peut-être un peu plus accessible là, au niveau de... Oui, c'est ça. Puis en même temps, c'est pas toujours le même genre de salle non plus qui vont te booker. Il y a beaucoup de salles que de la reprise, il en book juste pas. Fait que ça permet de rencontrer d'autres gens, puis c'est quand même un pas pire marathon, de faire de la reprise pendant 2h30, 3 heures là, sur un stage, là, que tu vas jouer une quarantaine de chansons, puis il faut que tu montes un set avec ça. Puis... Fait que je pense que c'est une expérience qui vaut amplement la peine d'être faite. C'est ça, c'est très complémentaire là, avec tout ça. Puis tu parlais de langage musical, donc tu faisais référence avec le jazz, donc il y a quand même un phrasé particulier. Mais aujourd'hui, donc dans tes projets, que ce soit personnel ou de groupe, où on te demande d'ajouter ta touche avec une guitare électrique, cette connaissance-là, jazz, te sert aussi dans une musique qui est plus pesante, qui est plus... qui est distorsionnée aussi. Oui. Tu sais, là, où ce que ça devient intéressant, c'est que, mettons, tu sais, au début, tantôt, je disais que le côté de jazz m'avait moins collé à la peau parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup partir longtemps avec une idée, puis continuer de la développer. La laisser évoluer. Ouais. Puis dans le jazz, il y a beaucoup de change, c'est rapide, tu sais, puis faut vraiment tout le temps être très, très à l'affût de ce qui se joue derrière nous. Puis c'est peut-être un peu ce côté-là qui m'intéressait moins. Là, par contre, le point qui est intéressant, c'est que le jazz, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de résolution, il y a beaucoup de phrasés, puis il n'y a pas beaucoup de limites. Puis là, c'est un peu le développement de l'oreille qui s'est fait à Drummond dans mes études, qui va me servir dans un style de musique complètement différent, mais où je vais utiliser toutes ces tensions-là, ces résolutions-là, puis ma façon de composer, que je vois comme un peu chacune de mes cordes comme une voix de chorale différente. OK. C'est comme un chef d'orchestre là, qui voit l'ensemble là, Oui. Tu sais, je vais entendre le prochain accord qui vient. Ouais. Le prochain accord qui va dans la chanson, c'est peut-être un ré, mais peut-être que dans ce ré-là, moi, la note comme la plus haute que j'entends, c'est peut-être pas la note c'est peut-être pas le fa dièse, là, de la position d'accord ouverte, mettons, au bout du manche, là, que j'entends. Moi, c'est peut-être une extension que j'entends, fait que je vais bâtir mon positionnement d'accord, en fait, mon voicing, pour... utiliser le terme officiel. C'est ça. Mon voicing, d'accord, je vais le travailler autour de cette note-là, en fait, plutôt de juste jouer l'accord. Je pense que ça peut donner beaucoup de couleurs. Puis, plus d'une personnalité aussi donc à la pièce que tu interprètes. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, là, j'ai envie de revenir à l'instrument, puis à
ta prestation, là. Donc, pendant l'entrevue, on passe de ta musique à toi, Samuel Lessard lui-même. Mais tes outils de travail, principalement, donc là, on est dans une formule guitare électrique. Je regarde tout l'ensemble d'équipements que tu amènes. Tu parlais tantôt de tes cordes comme une voix dans une chorale. Est-ce que... Comment tu pourrais, à ce moment-là, décrire un pedalboard comme tu as là? C'est-tu... Ben, c'est un peu... Ben, tu sais, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est un peu la palette de couleurs. Mais après, c'est de s'en servir dans le contexte qui t'est demandé. Quand on travaille avec des artistes en studio, des artistes en live, ou que moi, je fais de la compo de mon côté... souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais monter un premier riff. Je vais commencer à composer une section de chansons. Je vais l'écouter. Je vais m'écouter, tu sais, dans c'est quoi qui se passe en haut là, parce que ça jase beaucoup en haut là, avant que ça se ramasse sur l'instrument, là, tu sais, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, là. Puis une fois que j'ai comme trouvé ce qui me satisfait, là, ensuite, je vais l'enregistrer, mais c'est là que les effets deviennent très importants pour moi. Puis c'est je pense quelque chose dans lequel je suis capable de me démarquer, l'utilisation d'effets, là, que c'est pas pour masquer des erreurs, là, parce que ça, c'est un tabou un peu pour des guitaristes, beaucoup au niveau du classique puis du jazz, d'utiliser trop d'effets, c'est pour masquer des erreurs, mais moi, c'est beaucoup pour créer une ambiance, puis des fois d'apporter un effet qui, théoriquement, va pas nécessairement dans un style de musique, peut faire changer ta pièce du tout au tout, là. Puis je suis quelqu'un, moi, qui est en studio, je vais créer beaucoup de ce qu'on appelle des overdubs. Donc, je vais tracker, je vais enregistrer ma première ligne de guitare, puis ensuite, je vais descendre, puis je vais en rajouter d'autres en dessous, mais avec un paquet de sons différents, justement, pour venir créer une ambiance, tu sais. Puis c'est vraiment des outils de travail. Puis là, il y en manque, là, j'en ai d'autres chez nous, là, tu sais. C'est vraiment des outils de travail qui me permettent que si j'entends... Parce que mes pédales, là, je les retiens beaucoup comme à des genres d'émotions, tu sais. Donc, un gros reverb, ben, de façon générale, c'est comme un peu... c'est comme un peu grisâtre, là, tu sais, c'est... Plus mélancolique, plus... Ouais, c'est ça. OK. Mais, tu sais, je peux aussi me servir de ce gros reverb-là pour créer un punch sur un temps, tu sais, que tout le monde arrête, puis on veut juste comme avoir une traînée d'écho, tu sais, bien, je l'ai là, puis ça peut vraiment faire changer une section de chanson, fait que... Ou même, ben, je dirais, rehausser une pièce. Là, on parle en live, là, sur scène. D'avoir... puis il n'est pas rare là, qu'on va avoir une bonne différence entre l'enregistrement d'album puis la version live. Peut-être par les limitations, comme tu disais, du nombre de pistes que tu peux produire toi-même en live. Donc là, tu as des choix à faire, j'imagine, de dire, bon, ben sur l'album, il y a ça, mais là, je vais garder... je vais essayer d'en faire 2, 3 peut-être, ça va être correct. Oui, absolument, là, parce que, je veux dire, j'aimerais ça avoir plus de mains, mais... On a 2, fait que faut faire avec. Mais j'ai envie de faire un lien parce que, bon, évidemment, tu fais de l'enregistrement studio pour plusieurs artistes aussi, pour tes projets perso. Ton point de vue sur tout ce qui est là réel, physique, donc une pédale où je dois l'activer, le désactiver. En studio, aujourd'hui, en 2023, je peux remplacer presque tout ça par un logiciel informatique. Absolument. Est-ce qu'il y a, encore là, je reviens aux puristes, là, dans ta formation à Drummond, est-ce qu'il y avait cette ouverture-là d'utiliser les logiciels technologiques d'aujourd'hui plutôt qu'un vrai musicien? Bien, oui, amplement, parce que on est quand même au courant là, que le domaine de la musique, l'industrie en entier est en train de changer extrêmement rapidement. On parle, entre autres, que, mettons, les albums qui se faisaient dans les années 70, s'il y avait une chorale, c'est parce qu'il y avait une chorale qui avait été enregistrée. S'il y avait une section de bois, une section de peu importe, c'était vraiment des musiciens qui avaient des partitions, qui lisaient puis qui étaient en train d'enregistrer. Qui disaient qu'on avait des studios d'enregistrement des fois gigantesques parce qu'il y avait besoin d'espace pour tout ce monde-là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, pour les placements de micros, tout au niveau de la technique, les grosses consoles. Mais là, le point, c'est qu'actuellement, la tarification qui se relie à ce type de production-là, parce que ça existe encore, là. Puis idéalement, t'es juste mieux peut-être avoir une bonne subvention là, pour être capable de produire complètement à 100 mettons, un album qui est fait à 100 par des musiciens
en studio. Puis oui, on avait l'ouverture beaucoup à Drummond de comprendre que c'est pas grave là, d'utiliser des instruments virtuels en autant que ça sonne. Il faut que ça sonne, il faut que ça ait un feeling qui est quand même vrai. Puis l'instrument virtuel peut aussi nous apporter à travailler l'instrument d'une autre façon, puis de rajouter d'autres effets, puis de créer une façon de jouer qui serait pas vraiment possible en live, qui peut être intéressant. Je prends entre autres une influence sur moi qui est Nine Inch Nails, que il y a beaucoup de séquenceurs, beaucoup de... des trucs que si tu n'as pas le clavier en avant de toi sur le stage, ça peut pas être joué par personne. Fait que ça ouvre beaucoup la porte à ça. Puis moi, j'ai pas vraiment d'imitation à ce niveau-là. C'est sûr que j'aime mieux avoir des musiciens, puis jouer dans un studio, puis avoir des musiciens qui jouent avec moi dans le studio. Mais si c'est pas possible, c'est pas possible. C'est tout. Puis t'as pas peur non plus que, évidemment, un jour, on se retrouve avec une industrie musicale qui quasiment uniquement numérique, là. Ben ça, actuellement, là, avec l'intelligence artificielle puis tout, il y a des trucs qui arrivent là, pour moi, je trouve que c'est peut-être un peu rapide. OK, ouais. Ça va trop vite. Pour qu'on puisse s'adapter, là. Mais un feeling humain, c'est un feeling humain, puis je crois qu'on le ressent beaucoup dans la musique quand on l'écoute, sans nécessairement s'en rendre compte de façon très consciente, puis de le percevoir très... c'est pas nécessairement d'en face, là, admettons, comme émotion, mais l'humain n'est pas une machine qui joue à 100% sur le métronome toujours ultra droit, puis je pense que ça, c'est quelque chose qui... Ça donne du mouvement, puis il n'y a pas vraiment d'ordinateurs qui vont pouvoir remplacer ça, je pense. Parce qu'il y a encore des artistes aujourd'hui, tu sais, qui ont performé dans les années 40, 50, 60, qui n'étaient pas nécessairement bien accordés, mais qui l'assumaient de bout en d'un bout à l'autre, puis fonctionnait bien, puis l'émotion était là quand même. Oui, c'est ça. Mais en même temps, j'ai envie de te poser la question, présentement, donc là, tu es impliqué dans plein de projets. Tout à l'heure, je ne sais pas si on peut en parler, mais tu penses à l'enseignement aussi, en musique, dans la région de Québec. Donc, il y a plein d'avenues pour un musicien comme toi, qui est plus complet aussi. Mais où c'est que tu te verrais dans 10 ans? Vas-tu plus devant une classe ou sur scène? Non. Certainement pas devant une classe, parce que j'aime mieux donner des cours en privé, en fait. Parce que ça me permet de prendre l'élève pour ce qui est, travailler avec qu'est-ce que l'élève m'offre. Puis moi, je peux voir qu'est-ce que l'élève veut et qu'est-ce qu'il veut pas. Ce qu'on peut pas nécessairement faire, peut-être, avec une classe de 25 ou 30 élèves. Si ça l'arrive, là, je ne ferme pas la porte. Mais c'est sûr que, mettons, dans une dizaine d'années, si le but, toujours, c'est de jouer tout le temps, d'avoir ma maison avec mon studio dedans, faire du recording chez nous. Mais d'emprunter l'avenue, de dire, j'enseigne la semaine, puis je fais de l'enregistrement les soirs, je fais des shows la fin de semaine, ça serait très, très bien. Je serais très satisfait, là. Je regarde le temps là, qui file. On a encore un petit peu de temps, mais justement, parlons plus concrètement de tes projets là, actuellement. Donc, présentement, tu es en... je sais qu'hier, tu étais en spectacle à Trois-Rivières. Les petits yeux, c'est ça. Là. Tu as fait de la route, puis peux-tu me parler vite un peu de ce projet-là? Oui, c'est un nouveau projet de Drummondvillois avec des amis que j'ai rencontrés au cégep, justement. C'est quelque chose qui est très indie rock. Les influences principales, là, ça va être Radiohead, on va avoir Half Moon Run. De mon côté, je vais apporter pas une touche nécessairement de pesanteur, mais une touche d'ambiance qui me vient plus du côté des styles post-rock, post-metal. Puis on est en train de monter ça, là, ça va assez rapidement, là, de ce temps-là, dans un gros boost. C'est un beau momentum, là. Ouais, c'est ça. C'était notre deuxième concert hier, puis on rejoue là, le 5 octobre prochain à Marche d'à-Côté à Montréal. Puis on est en période là, de booking, justement, pour avoir plus de concerts. Fait que ça, c'est un projet dans lequel tu contribues, tu composes les musiques, etc. Tu as d'autres projets aussi d'accompagnement d'artistes. Dans la région, tu accompagnes Matt Townsend aussi en spectacle. Oui, exactement. Matt, je suis guitariste, puis là, on commence à travailler des idées de compos ensemble, justement. Il y a aussi l'idée que
le show à Matt en live, on utilise des trames sonores. C'est moi qui monte toutes les sessions. J'ai un peu le rôle de directeur musical des shows live avec Matt. Ouais. OK, donc tu fais du studio, évidemment, pour ce projet-là. Bien, là, je n'ai pas encore de fait, mais ça va être dans les plans probablement. Là, tout ça, ça va être des trucs qu'on va pouvoir jaser justement avec Matt pour les prochains hits, les prochaines sorties. Puis dans mes autres projets, j'ai aussi Carrie, dans le fond, là, qui est un band, là, c'est moins fin un peu là, comme musique. Là. C'est un band post-hardcore qui est dédié aux mines d'amiante, en fait. Carrie qui vient de la mine. De la mine Carrie, oui. Donc, on parle des conditions. J'ai pas pensé, mais j'aurais dû mettre mon T-shirt. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, on va mettre quelques liens là, pour pouvoir aller découvrir ça, des gars du coin. Fait que tu es encore impliqué quand même pas mal dans la région, mais évidemment, tu vas être installé plus Rive-Sud de Québec puis Rive-Sud aussi, dans le coin de Lévis. Exact. Puis tu parlais tantôt des formules chansonniers. En fais-tu encore? En solo? J'ai pas recommencé à en faire, mais c'est dans les plans, là, parce qu'il y a beaucoup de places qui en cherchent. Oui. Donc, j'aimerais ça me remonter un duo. En faire en solo, j'aimerais ça. Mais quand la voix est passée, j'étais pas là. Fait que, OK, ça, c'est malheureusement beaucoup de travail, mais éventuellement peut-être. Qui est à faire un duo avec ChatGPT qui pourrait chanter à ta place? Bon, je vais avoir un chanteur. OK. Pour le thrill. Un ou une chanteur là, avec moi. Là. Pour le feeling. Oh, ouais. Tout ça. Bien, évidemment, on te le souhaite parce que continue dans toute cette palette-là. Hein? Continue de t'amuser. Puis, évidemment, les gens ont pu t'entendre aussi en courant de l'entrevue là, avec toute ta créativité, ta création, ta passion. Je veux te féliciter là-dessus, Samuel. Merci. Je te souhaite vraiment bonne continuation pour la suite, mais on va continuer de te suivre, ça, c'est certain. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon chum. Yes. Donc, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre édition d'Univers créatif. Et je vous remercie encore une fois de nous écouter en si grand nombre. Partagez. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez partager. Ça nous fait tout plaisir. Puis de faire des belles cartes de visite pour nos invités. Fait que je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde.